Le sponsor du jour, c'est un podcast de la banque HSBC. Je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles je fais le rendez-vous tech, c'est que je pense qu'on ne peut plus comprendre la société aujourd'hui si on ne comprend pas la tech. Et s'il y a un autre domaine qui est aussi important, voire même plus important, c'est évidemment l'économie. Et il y a un podcast qui a été créé par la banque HSBC qui est dédié au sujet et qui s'appelle Les nouvelles voies de l'économie. Dans l'émission, ils explorent des thèmes qui changent la manière dont on comprend la société et ils nous expliquent comment on peut tous prendre part à ces changements. Chaque épisode fait 10 à 15 minutes et vous trouverez l'émission dans votre app de podcast. Merci les nouvelles voies de l'économie et merci HSBC. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les choses importantes qui se sont passées dans le monde de la tech. On les résume, on les explique et on vous fait passer un bon moment avec tout ça. J'ai du mal à parler, je suis Patrick Béja et si j'ai du mal à parler, c'est parce que je suis impressionné par la prestance, la grandeur, la stature des co-animateurs que je reçois aujourd'hui, à savoir d'un côté Cédric Ingrand. Comment ça va Cédric ? Ça va comme dans un rêve, bien évidemment. Comme dans un rêve, c'est devenu ton bonjour, tes salutations favorites dans l'émission. J'aime beaucoup, je les attends à chaque fois. Oui, habituel, mais pas que pour toi. Hein. Ça marche pour tout le monde, même dans les couloirs ici au bureau. C'est comment ça va, mais comme dans un rêve. Super. Voilà. Ça me fait plaisir. Je précise qu'en préparant l'émission, on a remarqué qu'on entendait un petit peu quand tu respirais dans le micro. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que soit tu bouges un peu le micro, soit tu arrêtes de respirer. Donc, tu as le choix, en fait. J'aime ton côté pragmatique. Mais oui, il faut être pratique dans la vie. Et de l'autre côté, donc l'autre stature qui m'impressionne, c'est Elsa Bimbaron. Comment ça va, Elsa ? T'es en forme ? Comme dans une grève, moi. Qu'est-ce que je te dis ? Écoutez, les deux ne sont pas forcément incompatibles parce que, comme je le répète aux auditeurs qui suivent ou à ceux qui ne sont pas encore auditeurs sur Twitter et ailleurs, une grève, c'est l'occasion rêvée d'écouter encore plus de podcasts et de les faire découvrir à vos compagnons de transport en commun pendant la grève. Donc, franchement, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses et c'est l'un des nombreux bons côtés de la grève, n'est-ce pas, Elsa ? Tu es complètement d'accord ? Moi, je suis à vélo, donc personnellement... Ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'Elsa, elle doit essayer de garder les oreilles libres pour survivre. Oui. Tu vois, c'est pour arriver à bon port. Moi, c'est vrai que en voiture, j'écoute énormément de podcasts cette semaine, mais énormément, même des très longs. Alors, je vous encourage à dire à vos amis qui ne savent pas quoi faire pendant les transports s'ils s'ennuient, donc d'écouter, par exemple, au hasard, le Rendez-vous Tech, mais il y a plein d'autres podcasts. Mais si vous aimez bien le Rendez-vous Tech, peut-être que vous êtes comme ces patriotes qui le soutiennent financièrement, Guillaume Le Gorec, Jimmy Shelmy, Thomas Hochkorn, cadeau de la fête des papas, un nom particulièrement inventif des parents de cette personne, Philippe Zotz, Cyril Anne Westong, Flemzord, Bruno Chanel, David Diaé et Dave, merci à vous tous de soutenir l'émission. Je vous fais de grosses bises spéciales pour le soutien de cet épisode en particulier. Aujourd'hui, on va vous parler de Larry Page qui quitte Alphabet Google. Pas tout à fait, non, il s'en va pas. Mais en tout cas, Sundar Pichai prend la direction du conglomérat. On va aussi faire un point sur la 5G. Et Elsa, qui suit ça depuis, 10 ans, même plus, tu vas pouvoir... complètement te lâcher. C'est 10 ans qui en paraissent 50, d'après ce que je comprends dans tes tweets, sur les enchères et les ventes de licences. ça a l'air de prendre très, très, très longtemps. Oui. Et puis, on va parler aussi de plein d'autres choses, des iPhones sans aucun port. C'est des iPhones complètement sans fil, peut-être, dans notre futur. Intel qui fait un mea culpa, la Chine qui fait encore des siennes. On va parler de tout ça. Mais on commence avec une petite introduction, je dirais, sur Larry Page qui quitte la direction d'Alphabet, qui quitte le poste de CEO, qui est plus ou moins celui de président, mais pas tout à fait, pour être remplacé par Sundar Pichai. Alors évidemment, Sundar Pichai, vous le connaissez, c'est le président de Google. Mais quelle est la différence entre Google et Alphabet ? Petit résumé, Google a été créé par Larry Page et... Sergey Brin, voilà, mon cerveau ne fonctionne plus bien. Larry Page et Sergey Brin en 98, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'est en 2015 qu'ils ont créé Alphabet. Alphabet, c'est un conglomérat qui réunit Google et d'autres sociétés.
Alors, ces autres sociétés, c'est les moonshots, les projets un petit peu fous qu'ils ont lancés et qu'ils espéraient faire transformer en vrai business, mais à terme, peut-être plus loin dans l'avenir. Google, c'est ce qui est actuel, ce qui fait de l'argent aujourd'hui, et tout le reste, c'est plein d'autres sociétés qui ont des domaines très différents. Il y a Calico dans le domaine de la santé, DeepMind dans l'intelligence artificielle, Google Fiber qui fait de la fibre, Sidewalk Labs qui fait des villes intelligentes, Waymo bien sûr pour les voitures, Wing pour les livraisons en drone, Loon pour la connexion Internet par des ballons, je crois stratosphériques, je ne veux pas dire de bêtises sur la hauteur exacte, mais bon, donc Alphabet, c'est Google, donc Google qui réunit tous les trucs qu'on connaît de Google, vraiment qui sont très publics, y compris YouTube, et toutes ces autres sociétés qui sont les Moonshot Projects. Donc l'idée était de nettoyer un petit peu tout ça. Ils ont mis à la tête de Google spécifiquement Sundar Pichai, qui a, on va dire, nettoyer Google, qui a vraiment rationalisé Google. Et maintenant, Larry Page, qui devait être un petit peu fatigué de gérer cette société depuis quelques années, puisque Eric Schmidt avait pris les rênes pendant un bon moment, mais il les avait rendues à Larry Page, et ben, sans doute qu'il va maintenant prendre un petit peu plus de temps pour lui. Il reste sur le board, il reste les actionnaires majoritaires. On parle de Larry Page et de Sergey Brin, les créateurs de la société, mais Sundar Pichai va prendre la tête du conglomérat en plus d'être à la tête de Google. Donc, il va faire les deux. Je me tourne vers Cédric. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une reconnexion des deux entités, Alphabet et Google ? Je ne sais pas si ce serait logique, parce que je pense qu'ils avaient quand même un coup d'avance dans leur réflexion quand ils ont créé Alphabet. C'est amusant parce qu'ils ont créé Alphabet, ils ont annoncé Alphabet quelques semaines après que moi j'ai eu la chance de revoir Sergey Brin. Et c'est mignon parce qu'à ce moment-là, je lui avais posé une question en disant, mais à un moment, il va falloir que vous fassiez quelque chose, parce que quand on voit que Google, ça va de fait du moteur de recherche jusqu'à YouTube, jusqu'à la santé, tu l'as dit, les ballons stratosphériques et le reste, à un moment, vous allez faire un truc pour que ça devienne un truc un peu cohérent. Et alors, il m'avait répondu un peu à côté, genre on réfléchit à des trucs. Évidemment, il n'allait pas me dire oui, on va faire Alphabet dans un mois. Mais je pense qu'ils avaient aussi réfléchi à l'avenir, d'autant que en fait, l'ascension de Sundar Pichai, là, ne fait qu'entériner quelque chose qui était déjà un état de fait. C'est-à-dire que les gens qui sont chez Google te disent volontiers, oui, enfin, c'est-à-dire que Larry et Sergey, ça fait quand même bien longtemps qu'on les a pas vus au bureau, et que, voilà, ils gardaient la responsabilité de, bon, ils restent au board, évidemment, mais de fait, c'était curieux d'avoir deux CEO et un président, enfin, bref, alors Sergey que Brin, le plus opérationnel des trois... Sergey Brin, c'était clair depuis un moment. Larry Page avait l'air d'être plus impliqué dans la vie de l'entreprise, jusqu'à effectivement ce qu'on entend depuis, ça fait 6 mois, 1 an, où effectivement les employés disent il n'est pas vraiment là, il n'est jamais là au All Hands meeting, etc. Donc c'est pas si surprenant et ça risque de pas changer grand-chose. Mais sur l'essentiel, tu vois, c'est un peu, souviens-toi quand Bill Gates a quitté Microsoft entre de grosses guillemets, parce qu'évidemment, il restait au board et avec une influence absolument massive. Là aussi, sur les choses vraiment stratégiques, sur le long terme, sur le reste, ils seront encore là. Mais c'est vrai que je pense qu'au bout de 20 ans, on dit souvent, machin a quitté l'entreprise pour consacrer plus de temps à sa famille. Là, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Oui, ils ont décidé d'aller passer plus de temps avec leur argent, tu vois. Non, mais de se détacher de choses qui sont des choses un peu du quotidien qui doivent pas les passionner. Ouais, parce qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que ils ont créé Google, qui sur le papier est un truc génial, mais ils n'avaient pas créé le modèle économique. C'est pas eux qui ont créé les liens sponsors, tout ça, etc. C'est certains de leurs premiers employés. Et depuis le début, la pub n'est pas leur sujet favori. Hein. C'est pas, je pense que c'est pas ça qui les fait se lever le matin. Ouais, donc, il était logique, ne serait-ce que pour rassurer tout le monde, que les deux fondateurs restent à la barre du truc. À un moment, oui, c'est logique qu'ils passent la main à Sundar Pichai, qui lui est un patron, c'est un vrai patron, en termes de. Oui. C'est un vrai patron, alors que, tu vois, un chef, c'est fait pour cheffer, et Larry et Sergey, je pense que cheffer n'était pas leur passion quotidienne. D'ailleurs, ils sont très vite... Vas-y, Elsa, bien sûr. Tu permets, il ne faut pas oublier que Alphabet, ça a quand même été créé à la demande des investisseurs. Bien sûr. Parce qu'ils ne comprenaient plus rien au compte de Google, ils ont dit, vous êtes gentil avec votre fatra Others,
il y a quoi dedans, et donc ils ont fait une structure plus lisible avec les activités Google d'un côté, d'un point de vue financier. Là, on est dans la compta pure et simple, donc évidemment, c'est vachement moins rigolo que de faire joujou dans un garage à créer des startups. Et ils ont mis à l'opérationnel l'homme de l'opérationnel. En fait, c'est assez rationnel, mais c'est aussi un signe vachement fort pour les marchés financiers. Donc ça veut dire qu'ils étaient riches, ils vont peut-être être encore vachement beaucoup plus riches après. C'est le cycle qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'ils ont été immédiatement obsédés par cette idée. Tous ces différents business qui en sont à moitié, qui sont autant de la recherche que du business, ils sont là parce qu'ils ont l'obsession du dilemme de l'innovateur qu'on connaît bien et dont eux, chez Google et les autres grosses sociétés du web, ont bénéficié. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un environnement où les choses étaient établies avec des acteurs, des sociétés qui étaient un petit peu, qui ronronnaient, on va dire, qui n'étaient pas forcément promptes à changer rapidement. Et ils ont la terreur, comme toutes ces sociétés de la tech, que la même chose leur arrive à terme. Et donc, ils cherchent constamment, dans la recherche et dans ces initiatives, le prochain truc qui va leur permettre d'être à l'avant de la courbe, comme on dit en anglais, pour pas se faire bouffer par les petits jeunes qui vont arriver et qui vont profiter de leur complaisance. Et tous ces other bets qui rendaient les comptes de Google hyper compliqués, comme tu le disais, Elsa, ont été casés dans Alphabet, et Google, c'est la grosse machine qui tourne. Du coup, puisqu'on parle de comptes, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que, de la même manière que ce qu'a fait Pichai chez Google, c'est-à-dire qu'il a quand même rationalisé énormément d'activités de Google, il a mis de l'ordre, les trucs qui pouvaient peut-être à terme être transformés en business, il les a peut-être gardés, mais au moins il y a des plans. C'est un petit peu ce qui se passe chez Alphabet, mais est-ce qu'on peut imaginer que justement parmi toutes les boîtes que j'ai citées, les trucs de la santé, de connexion internet stratosphérique, de ville intelligente avec des capteurs dans les trottoirs, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être proprifié là aussi, et qu'on va avoir celles qui ont un vrai plan pour devenir quelque chose, même si c'est dans 5 ou 10 ans, elles vont rester, mais les trucs un petit peu trop fantaisistes, on risque de les voir disparaître, peut-être comme on a eu cette rationalisation chez Google, Elsa ? Ça, j'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'ils sont pas dans une optique de rationalisation. Ils font quelque chose qu'on fait pas du tout en France, enfin qu'on fait trop peu, pas du tout. C'est vraiment de la deep tech et des investissements sur le très long terme, encouragés par l'environnement américain. Bon, après, il y aura peut-être du tri, peut-être que les robots de Boston Dynamics, ça a été un premier coup de semonce. C'est-à-dire que c'était sympa de voir des chiens faire des galipettes, mais faute d'application, on met la pédale douce. Donc il y aura peut-être d'autres. Oui, ils ont acheté et revendu la boîte, peut-être un petit peu parce qu'ils avaient peur des applications militaires aussi. Ouais, mais aussi le truc, il avance pas en fait, le projet, quand on voit ça. C'est beaucoup de show-off et ça avançait pas. Donc ça a peut-être été un indicateur de début de rationalisation. Après, on focalise beaucoup sur les ballons Loom aussi, mais le gros truc, c'est qu'ils sont en train de fibrer la planète avec des câbles sous-marins Google. Donc il y a des gros projets qui pourraient sortir de là et devenir de l'industriel avec Sundar Pichai aux manettes. Effectivement, je crois que ça serait pas surprenant, disons, de voir que les choses vont pas forcément, il va pas se mettre à tout débroussailler, mais peut-être pousser à faire avancer les choses de manière un petit peu plus concrète. Mais on verra, c'est intéressant parce que c'est vrai que tous ces projets avancent. On pense à Waymo notamment, mais il y en a d'autres qu'on a mentionnés. Tous ces projets avancent, mais on les voit plus trop parce que c'est des trucs qui sont à un horizon qui sont au-delà de la tech grand public consommateur. Mais le fait, disons qu'il y a 5 ans, ils étaient peut-être à un horizon de 15-20 ans, et maintenant, ils sont à un horizon de, allez, 7-12 ans. Ça s'est un petit peu plus rapproché que les 5 ans qui se sont écoulés. Je fais des maths compliquées là dans ma tête. Mais ça avance, mine de rien, mais je pense que Pichai risque de pousser un petit peu plus, quoi. Il y a deux moments en fait il y a deux moments où tu ne vois plus quelque chose en R&D. Il y a quand ça marche pas, c'est-à-dire voilà, genre soit la technologie finalement fonctionne pas à l'échelle de ce qu'on attendait, soit elle a finalement pas les applications qu'on en attendait, soit c'est trop tôt, soit
parce que justement, ça se rapproche. Ou tout à coup, le projet de recherche est en train de devenir un produit, donc tout à coup, tu vois, on repasse sous la ligne de flottaison et là, on t'en parle plus. Ça, c'est un truc que j'ai vu couramment chez Intel et d'autres, où tu vois, on parle de trucs en disant, vous allez voir dans les données, et tout à coup, on t'en parle plus. Tu te dis, ça, je ne sais pas. Voilà. Et tout à coup, le produit sort. D'un coup, il y a un produit qui sort 18 mois plus tard. Donc, de fait, le problème, c'est d'arriver à faire le tri tellement en amont sur des choses dont les impacts sont... tu vois, c'est dur de... Imagine dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête Waymo ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête la santé ? Enfin bon, c'est quand même compliqué. Et de toute façon, ils ont des moyens à peu près illimités pour poursuivre tout ce qu'ils veulent. Il y a déjà eu une vague comme ça. Moi, je me souviens, il y a un moment où il y avait, je sais pas, tu vois, 123 produits dans ce qu'ils appelaient à l'époque les Google Labs, qui étaient souvent des applications logicielles, des trucs, et où à l'époque, ils avaient fait un grand ménage en disant, attendez, on va pas faire des produits de tout ce qui nous passe par la tête, même si on a les moyens de le faire, même si on a, tu vois, quelques milliers de doctorants, etc. Mais je suis pas sûr que l'arrivée de Sundar Pichai soit juste l'occasion de refaire du ménage. Et encore une fois, Larry et Sergey, ils sont au board et ils auront quand même encore un pouvoir, pas de nuisance, mais en tout cas de guidance, de direction, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ils pourront dire non, nous, on pense que ça, c'est très important. Voilà. Bon, donc en gros, si on résume en une phrase, pas d'énormes changements à prévoir dans un avenir proche en tout cas. Parlons un petit peu de 5G. On en entend beaucoup parler depuis très longtemps, évidemment. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la technique et puis ensuite du déploiement. Vraiment, la question, c'est quand est-ce que ça arrive enfin ? Au niveau de la technique, bon, comme on le disait en début d'émission, Elsa, tu suis ça depuis un bon moment. Moi, je connais ça un petit peu ni de trop loin ni de trop près, on va dire de moyen loin. Ce que je retiens de la 5G, ce que ça va apporter, c'est qu'il y a d'abord plusieurs types de fréquences, donc soit des hautes, soit des moyennes, soit des basses fréquences. Plus les fréquences sont basses, plus on a de la pénétration dans les immeubles et de la portée qui est longue. Et ça, c'est ce qu'on entend souvent sur la 5G, c'est que ça pénètre nulle part et ça n'a pas une grande portée. Et donc, c'est un gros problème. Et donc, il faut mettre des antennes partout. C'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est la 5G à haute fréquence. Mais c'est pas le cas de la 5G à basse fréquence. L'avantage qu'a la 5G à haute fréquence, c'est que évidemment, ça va beaucoup plus vite et ça peut couvrir beaucoup plus d'appareils, si je comprends bien. Alors, on parle pas tellement de haute et basse fréquence, on parle plutôt de standalone. D'accord. sur les fréquences. Mais vas-y, continue. D'accord. Mais de standalone, qu'est-ce que ça veut dire standalone en fait En fait, sur la 5G, déjà, elle va servir à quoi ? À connecter plus d'objets, puisqu'après avoir connecté les gens avec des smartphones, on connecte les objets, donc c'est l'Internet des objets, donc c'est des milliards d'objets à connecter, c'est 1000 fois plus d'objets connectables en 5G qu'en 4G, avec 10 fois moins de latence, donc super pour la voiture autonome, pour la chirurgie à distance, et avec des possibilités d'avoir des flux dédiés, adressés, très spécifiques et connectés massivement. Donc ça veut dire que dans un stade, tu pourras avoir tous les spectateurs connectés avec un téléphone et chacun pourra regarder les performances de son joueur de foot préféré sur un terrain. Donc on voit en même temps les applications qui commencent à arriver et à émerger. Et c'est aussi 100 fois plus de data, ce qui devient indispensable avec l'augmentation des consommations de données en ligne. Alors après, côté fréquence, youpi, c'est fun. Là, on a les 3,5 GHz qui sont en processus d'attribution en France. Les enchères n'ont pas encore commencé. Ça sera donc a priori en juin. Attends, excuse-moi, avant de partir dans les attributions, j'ai quand même une question de gros geek. D'abord, ton micro frotte un peu contre tes vêtements, je crois, si tu peux. Je vais arrêter de gesticuler. Non, c'est mes cheveux. Ah, d'accord, ok. C'est l'effet princesse Elsa, tu sais, mais je suis brune. Je pense que c'est la seule fois que tu dois faire cette blague, oui. Et si sur la question, c'est un point qui, moi, m'intrigue vraiment, sur la question de la bande passante et de la vitesse. Sur ces hauts, alors j'ose plus dire fréquences maintenant, mais sur les bandes élevées, on a donc une vitesse qui est importante, mais plus faible pénétration. Ça je crois qu'on est d'accord. Là tu parles de quoi ? Tu parles du 26 GHz ? Oui, je pense, j'imagine. Parce que je sais qu'il y a les plus basses fréquences qui, elles, portent plus, mais est-ce qu'on n'a pas, du coup, des vitesses qui sont plus ou moins comparables à celles qu'on a aujourd'hui avec de la bonne 4G ? Donc, toutes les 5G ne seront pas des vitesses complètement folles.
C'est-à-dire les 5G les moins rapides sont comparables à de la 4G. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Pas dans les spécificités telles que définies par le 3GPP en vrai. Donc, normalement, là tu es trop proche du micro, en fait, tu l'as juste devant la bouche. Pardon Elsa, je t'embête encore. On est quand même censé être 10 fois plus rapide avec de la 5G qu'avec de la 4G++, on va dire. D'accord. Les fréquences qui comptent, c'est surtout la largeur de la bande disponible. Or, dans le 3,5 GHz, faut imaginer les fréquences, c'est comme une autoroute, avec un certain nombre de voies, pour faire simple. Et dans le 3,5 GHz, en France en tout cas, on aura on aura 11 voies de 10 GHz chacune de disponibles. Alors que dans le 26 GHz, là, on va avoir 40 voies de 10 GHz chacune de disponibles. C'est-à-dire que les opérateurs auront la possibilité de faire, comme sur une autoroute, circuler beaucoup plus de données, comme on ferait circuler beaucoup plus de camions en ayant... c'est pas un bon exemple, parce que j'aime pas avoir des camions sur les autoroutes, mais voilà, c'est juste que plus c'est large, plus tu fais passer de la data. D'accord. Et dans ce cas... c'est dans les spécificités techniques qui ont été requises pour développer la 5G, notamment par les Qualcomm sur les puces ad hoc et Ericsson, Nokia, Huawei pour les réseaux. Donc, pour dire les choses simplement, effectivement, même la 5G la moins rapide sera plus rapide que la 4G. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a la question de la latence aussi. La latence est bien meilleure. Pour ceux qui ne savent pas, la latence, en fait, c'est le temps de réponse. Sur la 4G et sur la plupart des types de connexions, à part la fibre, la latence, le temps que met votre information à passer du serveur jusqu'à vous, bon, en l'occurrence, on parle du dernier maillon de la chaîne, celui de votre téléphone, ça peut prendre quelques dizaines de millisecondes. C'est très court, mais c'est pas une milliseconde comme on l'a avec la fibre. Et ça peut changer pour certaines applications. La latence est très faible dans tous les cas de 5G. On est d'accord ? Ou est-ce que là encore, sur les différents types de fréquences, on a une latence qui est différente ? La latence va être meilleure avec le 26 GHz. D'accord. Donc ça sera quand même meilleur quand on sera en plus haute fréquence. Ouais. D'accord. Bon, donc ça veut dire, en fait, pour ceux qui vont choisir leur 5G, qu'en fonction de l'opérateur et du type de 5G que vous aurez, les performances ne seront pas forcément les mêmes. Non, parce que tous les opérateurs vont être obligés d'avoir la même 5G, c'est normé quand même. Donc on aura... tous les opérateurs auront des bandes sur toutes les fréquences, en fait, c'est ce que tu veux dire ? Il va falloir qu'ils mettent des sous, mais si on prend l'exemple de la France, les opérateurs, il y a un premier lot d'attribution de fréquences en 3,5 GHz. Les 4 opérateurs mobiles français, donc Free, Bouygues, Orange et SFR, devraient être candidats. Chacun aura, là où ça va jouer, c'est la largeur de la bande fréquence, mais de la bande de... Et chacun aura de la 5G en 3,5. Et alors, dans l'année 2020 ou en 2021, ça c'est une espèce de flou artistique en ce moment, il y aura l'attribution aussi des 26 GHz. Mais le président de l'ARCEP lui-même n'a pas su me dire quand. Donc, l'ARCEP, c'est l'autorité des télécoms en France. Donc, si lui, il ne sait pas, moi, je ne peux pas imaginer. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que la première attribution sur les 3,6 GHz, donc le premier lot de fréquences, va être fait, si je comprends bien, dans la première moitié de l'année 2020. Les enchères sont en cours. Non, elles vont pas commencer les enchères, malheureux. Elles vont commencer en avril ou en mai. Ah, mon Dieu, d'accord. Donc, on est un petit peu en retard. Et pour la 5G super rapide, là, ça sera en 2021, à un moment... Voilà, en fait, l'Europe a demandé 2020. La France a mis en place 11 tests qui devraient être opérants en 2020 et espère dire à l'Union européenne, mais si, regardez, on a de la 5G en 26 GHz, on a 11 tests, donc on est bon. D'accord. Donc, normalement, selon l'Union européenne, normalement, c'est la 5G, donc y compris ces hautes fréquences qui devraient être en place en 2020. Du coup, toi, avec c'est un petit peu l'estimation au doigt mouillé, mais tu la vois arriver quand dans nos téléphones ? Parce qu'ensuite, on n'a même pas parlé de ce problème, mais la question des téléphones qui sont compatibles 5G, a priori, il y en a quelques modèles, mais ils devraient vraiment commencer à arriver en 2020. Quand est-ce que ça sera vraiment utilisable, les premiers types de 5G ? C'est
Alors, si t'es coréen, c'est utilisable tout de suite. Non, mais parlons de nous. On est très égocentrique. Parlons de la France et des autres pays européens. Pardon, je vais me faire engueuler par les autres francophones. Désolé, là, on parle plus spécifiquement de la France. Les Suisses, comme ça, on se fait pas engueuler par les autres francophones, c'est tout de suite. À Monaco, ça fonctionne. Et en France, ça devrait arriver, si on ne prend pas du retard sur le retard qu'on a déjà pris, potentiellement à partir de l'été 2020. D'accord. Donc, et les Belges, tu sais ou pas ? Eh ben, les Belges, j'ai un doute, cher ami, je crois qu'ils en ont déjà. Ok, bon. Donc, en fait, en France, on est en retard. Tu veux dire qu'avec l'attribution des bandes de fréquences... Oui, Cédric fait un peu des bruits. C'est pas grave, on le laisse tranquille. Je te pose cette dernière question et je me tourne vers Cédric. Donc, si effectivement les fréquences sont attribuées en juin, tu penses que dès l'été, ça peut aller très vite en fait. Les opérateurs peuvent commencer à implémenter de manière vraiment sensible dans le pays. Évidemment, ça va commencer par quelques villes, mais dès l'été, quoi. Ça va prendre quelques mois avant que ça soit disponible. Donc, les téléphones, on pense au prochain iPhone notamment, mais il y en aura d'autres évidemment, qui seront compatibles 5G, devraient, au moment où ils sortent, avoir au moins dans quelques villes, pas juste au coin de telle rue et telle rue, une connexion 5G. Bon, on reviendra sur les téléphones, je laisserai Cédric parler, ça lui fera plaisir. Mais sur le déploiement, comme alors c'est cette fameuse 5G standalone et non standalone, donc sur une première version, on est sur une 5G dite non standalone, donc qui va s'appuyer sur les équipements 4G actuels. Sachant qu'en France, il y a un embrouillamie avec Huawei, mais bon, c'est un autre débat. Normalement, les opérateurs devraient pouvoir déployer assez vite la 5G et allumer assez rapidement la 5G, au moins dans une dizaine de villes emblématiques. Ce que tu veux dire par, du coup, non-standalone, excuse-moi, j'ai pas rebondi sur la chose tout à l'heure. C'est la 5G qui s'appuie sur la 4G pour gagner en volume de data, en volume de données transportées et en rapidité des transmissions essentiellement. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent déployer ces choses-là... Pour aller vers la Gigabyte Society, tu sais, le giga par seconde. On va mettre ça sur un poster. Du coup, quand on dit non-standalone, ça s'appuie sur la 4G. Est-ce qu'il faut quand même rajouter du matériel sur les tours ou j'imagine que oui, c'est pas juste une mise à jour logicielle. Non, il faut rajouter des petites antennes. D'accord, ok. Donc, mais c'est plus facile à déployer que de la 5G standalone qui, elle, ne se repose pas sur des infrastructures 4G. Bah surtout qu'il faut les fréquences qu'on n'a pas. D'accord. Bon, décidément. Ok, merci pour ce petit point. Je pense qu'on y voit un petit peu plus clair. Je vais faire un petit dessin. Je vais poster ça sur mon compte Twitter avec les bandes. Il existe quelque part. Je l'avais déjà fait. Super, on ira voir ça. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette merveilleuse aventure de la 5G ? On aura pris presque un an de retard par rapport au calendrier original, parce que si mes souvenirs sont bons, mais là, évidemment, comme toujours, je me repose sur Elsa, les enchères à l'origine, ça devait être l'été 2019. Mais en même temps, en arrivant un peu en retard par rapport à certains pays, tu citais Monaco, forcément, il suffit de mettre une antenne pour couvrir tout le pays. Il paraît qu'il en faut un peu plus qu'une, parce que ça, c'était ma vanne, t'es gentil. Non, c'est aussi la mienne à chaque fois qu'ils arrivent en disant « On a fait la 4G avant tout le monde ». Oui, d'accord, ok, c'est bon. Mais en arrivant un petit peu en retard par rapport à d'autres pays, mais pas seulement autour de nous, on va finalement avoir un bénéfice, c'est que nous, on n'aura pas besoin d'attendre les combinés. Ou d'avoir un choix limité, parce que tout ce qui peu ou prou va sortir à partir du début de l'année. Quand on va aller à Barcelone en février, ça va être la grande fête de la 5G. C'était déjà la fête de la 5G l'année dernière, mais plutôt du côté des opérateurs, des équipementiers et du réseau. Et là, la fête de la 5G va enfin gagner le monde des combinés, des consommateurs, smartphones. quoi, ouais. Oui, c'est tout à coup, on va voir ce qu'on va voir. On aura même la chance finalement de pouvoir avoir des combinés 5G qui seront déjà sortis ailleurs et dont les prix auront déjà baissé. Alors pour l'instant, les constructeurs, ça les embête parce qu'il faut qu'ils soient un peu sur les deux. Tu vois, il faut qu'ils continuent. Ils peuvent pas te faire un combiné. Après, qui peut le plus, peut le moins, parce que les trucs 5G seront évidemment compatibles 4G. Mais pour tirer sur les prix, il faut qu'ils continuent à commercialiser des combinés qui ne sont que 4G. Mais tout ça va se régler, à mon avis, dans l'année. Et puis voilà, on aura Apple qui va arriver en septembre et sonner la fin de la récré, en gros, en disant maintenant tout le monde est 5G, problème réglé. Elsa, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais demander à Cédric s'il se souvenait quel était le chinois, je ne sais plus si c'est Oppo ou Xiaomi, qui a annoncé qu'ils allaient en lancer 10
ou Huawei peut-être. C'est tous. Je pense Il y en a un qui a dit ça sera 10 lancements de smartphones 5G en 2020. Sachant je pense qu'ils vont tous le faire. En ont déjà et qui ne sont pas lancés en Europe. Samsung en a aussi, pas lancé en Europe. Voilà, donc Non, mais c'est simple, si 2020 est l'année de la commercialisation de la 5G partout, alors ces gens qui quand même te sortent allègrement 30 à 40 combinés par an, ça donne le vertige. Moi, on se souvient d'un temps un peu plus calme où on comptait juste les points, tu vois, comme dans un match à Roland-Garros avec Samsung d'un côté et Apple de l'autre, et là, tout à coup, les Chinois sont arrivés, et c'est un peu comme si on t'avait mis, tu vois, 8 tournois de ping-pong sur un cours de tennis, tu vois, et là, et il faut que tu suives toutes les balles, donc non, ça va quand même très, très, très vite. Il y a des fois, on a le vertige en disant, attends, le Xiaomi Mi Mix T. Attends, c'est le Pro ou c'est le 8? Non, c'est le 9. Alors, attends, mais bon, voilà. Donc, non, je pense que je ne sais pas lequel des trois l'a annoncé, mais clairement, ils vont tous sortir une ribambelle de modèles 5G à tous les prix, même si, évidemment, l'espoir, quand tu es constructeur, c'est d'arriver à faire un peu de marge au moins au début en disant, bah oui, monsieur, il est 5G, donc il est un peu plus cher. Surtout que, étant donné qu'on est de plus en plus dans la période où les téléphones sont commoditisés et donc on les garde de plus en plus longtemps et puis on ne fait pas toujours la différence entre les différentes marques parce que ça a moins d'importance qu'avant, là c'est un argument pour vous en vendre des nouveaux. Donc oui, je pense qu'ils vont tous se lancer dans l'arène. Je te mets à l'aise, il y a plein de gens qui ont des téléphones 4G dans la poche et quand la 5G sera lancée, ils seront persuadés que leur téléphone est 5G. C'est pas ça aussi. Oui. Ça ne change pas. Il y a aux États-Unis la fausse 5G qui est arrivée, qui est une sorte de 4G bricolé, comme c'était le cas à l'époque. Mais non, c'est pas de la fausse 5G, c'est les Européens qui vendent ça pour pas dire qu'ils sont en retard sur les Américains. Non, mais les Américains l'ont fait aussi avec AT&T. Ils l'avaient fait avec la 4G, tout pareil. Et ils l'avaient fait avec la 4G à l'époque, mais AT&T l'a fait avec la 5G aussi. D'ailleurs, on a Jeff qui, dans l'émission, m'a dit « Mais si, j'ai la 5G, regarde !» Et en fait, c'était cette fausse 4G. Donc, on est tous coupables, en fait. Mais au final, ce que je retiens, c'est que on est peut-être en retard en France, mais comme on n'a pas les appareils de toute façon, peut-être qu'on n'est pas si en retard que ça. Ensuite, la question, ça va être de la quantité de territoire couverte, qui peut-être aurait été plus grande si on avait commencé plus tôt. Mais bon, bref. Ouais, le problème de la 5G, c'est qu'on parle là de smartphone, mais on parle d'1% du marché de la 5G. La 5G, c'est avant tout des usages industriels. Et pourquoi est-ce que c'est embêtant d'être en retard? Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui déploient des usages industriels qui vont tout changer. Alors, on a parlé de voitures autonomes, de santé connectée, ça c'est presque les trucs glamour de l'histoire. Et puis, il y a le moins glamour qui est l'usine connectée en 5G. Et les Allemands, Bosch, Siemens, ils sont en train de travailler comme des dingues sur des solutions d'usines connectées, les Chinois aussi. Et puis nous, on va arriver avec nos métiers à tisser en faisant « ouch, on a raté une génération ». Mais du coup, tiens, ça me donne l'occasion de te poser une dernière question. Et j'aime beaucoup les métiers à tisser. Oui. Une dernière question pour conclure, en fait. Est-ce qu'au final, la 5G, à part quelques usages très spécifiques pour les utilisateurs finaux, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nous? Est-ce que c'est pas plus des transformations à un niveau plus professionnel, comme tu le dis, et industriel? Est-ce que pour les utilisateurs finaux, ça va vraiment changer quelque chose, la 5G? Ça va changer quelque chose dans la mesure où il y a des projections qui ont été faites. Et là, je vais citer les gens de chez Orange qui estiment que si d'ici 2022, il n'y a pas plus de largeur de bande disponible, les réseaux vont saturer parce que les gens consomment toujours plus de données en mobilité. Donc en fait, on a d'abord besoin de nouvelles fréquences pour absorber les flux actuels. D'accord, mais donc en fait, c'est-à-dire qu'on va peut-être télécharger un petit peu plus vite ou naviguer un petit peu plus vite sur Internet, mais ça va être un changement dont on va se rendre compte que si on revient en arrière plus tard, ça ne va pas transformer les usages peut-être comme l'a fait la 4G à l'époque du passage de la 3G à la 4G, où on a eu l'ajout en fait vraiment utilisable, par exemple du streaming vidéo, d'une utilisation d'Internet qui était comparable à la maison et en mobilité dans une certaine mesure. Là, ça va être juste pouvoir continuer à faire ce qu'on fait déjà. J'ai envie de te dire Joker, parce qu'il y a 10 ans, qui aurait imaginé que les gens regarderaient des vidéos dans les transports en commun quand ils fonctionnent ou qu'on n'aurait plus du streaming musical. Enfin, c'était pas. On pouvait l'imaginer, mais tu veux dire ça peut amener de nouveaux usages. Ça peut amener de nouveaux usages auxquels le premier, si j'y pense, je crée une start-up et je deviens milliardaire et je finance les patriotes. D'accord. Bon écoute, je le note. Merci pour toutes ces informations sur la 5G. Qu'on continuera à en parler évidemment dans les mois et les années à venir. On va faire
On va faire une petite pause pour vous parler. Alors, je vous ai déjà donné la suggestion de suggérer le podcast à vos amis qui sont dans les transports pendant les grèves. J'aimerais aussi lire le commentaire de David34 qui, sur iTunes, nous dit « Le meilleur podcast tech, le meilleur et de loin, point d'exclamation, podcast intelligent, réfléchi, qui aborde tellement de sujets intéressants, avec en plus plein d'invités différents que je suis par ailleurs, je pense qu'il parle de vous, à écouter sans modération si vous voulez avoir un avis éclairé sur la tech et sur le monde qui vous entoure. Merci beaucoup David34. Si comme lui vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur iTunes ou sur un autre catalogue de podcasts et laisser un petit commentaire, une petite note. Vous pouvez aussi simplement le recommander à vos amis, c'est un bon moyen de soutenir également. Et bien sûr, vous le savez, sur Patreon, patreon.com/rdvtech, si vous voulez soutenir financièrement, c'est vraiment super simple. Vous pouvez, pour le prix d'un petit café, c'est hyper abordable, si vous en avez les moyens bien sûr, un petit café, une petite bière, un petit sandwich, vous choisissez combien de temps vous soutenez, vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez et vous allez créer votre compte et soutenir tout simplement l'émission de cette manière. C'est sur patreon.com/rdvtech. Je vous remercie infiniment et en plus vous avez des bonus comme le flux privé avec les émissions sans pub, sans promo et des bonus en plus, donc des contenus exclusifs. Donc n'hésitez pas, c'est sur patreon.com/rdvtech. Alors, les petites news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je vais lire quelques sujets et vous me dites ce qui vous émoustille. On commence par peut-être le truc un petit peu, fantaisiste. C'est Min-Chi Kuo, l'analyste le plus prolifique sur Apple, qui dit qu'en 2021, donc on n'est pas sur le prochain modèle, mais celui d'après, il y aurait des téléphones, des iPhones, sans aucun port, ni Lightning, ni rien du tout. Bon, c'est seulement le Lightning qui reste, donc sans port Lightning, c'est-à-dire qu'il serait en chargement sans fil, en connexion sans fil pour tout. Il n'y aurait juste pas de port, on ne peut pas le brancher pour le charger. Quel bonheur, le rêve enfin réalisé. Je vais vous poser la question. Connectique. Je vais vous poser la question dans une seconde, mais il dit aussi qu'il y aurait possiblement des téléphones avec Face ID et Touch ID sous l'écran en 2020 ou 2021, et le Galaxy S11, qui arriverait donc l'année prochaine, aurait un capteur photo à 108 mégapixels, qui est designé par Samsung par ailleurs, et un zoom optique de 5 fois. 108 mégapixels, c'est énorme évidemment. Pour vous donner une idée, les téléphones Apple actuels, et en général, on est autour des 10-15 mégapixels. Alors ensuite, la taille du capteur ne change pas énormément, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément 10 fois mieux, mais c'est quand même notable. Le chiffre compte parfois. Mais oui, donc cette idée de téléphone complètement sans fil, est-ce que le monde est prêt ? Cédric, tu avais l'air content, mais concrètement... Non, c'est pas mon projet, c'est celui d'Apple. D'accord. Enfin, un truc où tout à coup, personne ne va se plaindre de ta connectique parce qu'il n'y en a plus. C'est ça, tu veux dire que c'est le monde de rêve dans lequel voudrait vivre Apple, mais pour nous qui vivons dans le monde réel, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt quand même ? Quand on voit les différences d'efficacité entre la recharge sans fil et la recharge filaire, il va falloir qu'il y ait des grosses avancées là-dessus. Alors, ce serait peut-être l'occasion de passer, je sais pas, du 15, du 20 watts. Enfin, mais quand tu vois surtout l'efficacité aujourd'hui, s'ils pouvaient passer quand même par une étape USB-C, ça nous ferait bien plaisir. Ce serait quand même plus pratique pour plein de choses, ne serait-ce que pour la recharge, qui serait quand même immensément plus efficace. Et pour le reste de ce qu'annonçait Min-Chi Kuo sur le Galaxy S11, tout ça n'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire que ce soit le zoom 5 fois optique, il est déjà dans le Huawei P30 Pro, et le capteur à plus de 100 millions de pixels, il est déjà dans un Xiaomi. Donc tout ça est finalement, et serait logique évidemment dans ce qui sera la tête de gondole des smartphones de Samsung. Et la reconnaissance d'empreintes sous le display, ça existe aussi, comme le Face ID. Ça existe aussi, enfin c'est-à-dire que... Il y a des meilleurs capteurs qui arrivent effectivement, mais oui, ça existe déjà, oui. Donc c'est super, mais c'est pas ébouriffant. Enfin, c'est ébouriffant. Si 100 millions de pixels avec un smartphone, c'est quand même ébouriffant, parce que moi je me souviens il y a encore finalement pas longtemps avoir fait un sujet sur Canon travaillerait sur un capteur à 100 millions de pixels pour des réflexes. Donc tout à coup quand tu vois la même chose dans un smartphone, forcément ça pique un peu. Mais c'est la question de la taille du capteur aussi qui est importante, parce que 100 millions de pixels casés dans un capteur de petite taille, c'est pas la même chose que dans un capteur de grande taille, parce qu'il y a moins de lumière qui arrive dessus. Les pros de la photo m'écharperaient sur Twitter si je précisais
précisais pas ça. Et puis surtout, la question, c'est pourquoi faire ? Ben oui, des photos. Mais Elsa a bien compris le principe. Merci. Merci, Madame Van Baron. Merci. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Ce que je veux dire, pourquoi faire de mieux à part blinder ton stockage interne. Moi, je faisais joujou ce week-end avec le dernier Leica. Ils ont fait un boîtier qui s'appelle le SL2, qui est absolument, enfin, c'est une merveille. Dommage que ce soit un prix à 5 chiffres, mais qui fait 47 millions de pixels. Dans l'ensemble, c'est suffisant, je veux dire. Dans l'ensemble, ce qui en sort est tout à fait suffisant. C'est-à-dire, on n'est pas tous là pour imprimer des 4x3. Alors, c'est vrai qu'après 100 millions de pixels, ça donne aussi, surtout, plus de finesse possible d'analyse pour les moteurs d'IA qui vont être derrière et qui vont améliorer en temps réel ta photo. Mais c'est-à-dire que 100 millions de pixels, il faut que toute la chaîne derrière suive. C'est-à-dire la rapidité de la mémoire vive, du stockage, du processeur qui va traiter, etc., etc. C'est là aussi qu'il y a quand même énormément de travail. Bon, ça va faire des résultats qui, en tout cas, en démo, ça va être it's going to demo well, comme on dit en anglais. Ouais, ça va être des belles. Voilà, ça va déchirer en démo. Ça renvoie aussi à la 5G, ça veut dire qu'on va avoir les réseaux qui vont être capables de transporter tout ça, et puis tu vas avoir des nouveaux usages aussi, parce que tu as déjà des systèmes qui sont, quand tu prends la photo de quelqu'un, tu vas pouvoir être capable de zoomer sur sa main pour acheter la même bague que la nana que tu as vue. Voilà. Je pense que là, Google Photos, à un moment, va nous dire non, on a dit qu'on vous stockait tout, mais là, quand même, il y a des limites, vous êtes bien gentils. Non, mais limite déjà, je crois qu'ils ont une taille maximum pour Google Photos gratuit. Bon, moi, je suis surpris que vous ne soyez pas... Je peux pas faire la ravie de la crèche, moi, parce que sur le sans fil, moi j'ai un sac à main. C'est pas un sac à main que j'ai, c'est un truc d'installateur. J'ai 18 câbles en permanence sur moi, c'est une cata. Le jour où le vrai sans fil arrive, et je me souviens de quand Apple a annoncé qu'il retirait le lecteur de disquette, tout le monde a crié au fou. Mais on est dans cette suite logique. Enfin, c'est ce que dit Cédric, c'est le rêve d'Apple depuis le début, c'est aller vers du wireless complet. Et là, je pense que c'est complètement faisable avec les progrès qui sont faits en chargement sans fil. Il y a un gap qui a été franchi l'année dernière, et ça devrait le faire. Hein. Il y a aussi un problème d'efficacité. Il y a aussi un problème d'efficacité énergétique. Bon, c'est pas très grave parce que quand tu mets bout à bout, il y a des progrès qui ont été faits justement sur le chargement sans fil avec des nouvelles technologies, mais même sur la norme Qi, pour parler un peu technique. Et on devrait vraiment, je pense, si la courbe d'apprentissage se poursuit à cette vitesse-là, et moi j'ai vu 2-3 trucs en test dans des startups françaises où je me dis que si eux sont capables de le faire, Apple doit faire pareil. Hein. Tu veux dire que les rendements du chargement sans fil sont en train de s'améliorer de manière significative ? Considérable. Mais même aujourd'hui, ce qui se passe avec un Samsung S10, quand tu le poses sur son chargeur sans fil, il est chargé en 1h30. Oui, on parle aussi des questions d'économie, enfin pas d'économie, mais de rendement d'énergie, c'est-à-dire est-ce qu'on perd pas plus d'énergie en chaleur avec les chargeurs sans fil que quand on charge de manière filaire ? J'imagine que s'ils passent à du tout sans fil, chez Apple, ils vont parler de la question pendant leur présentation. Ouais. Mais bon, donc vous êtes tout pour le sans fil, enfin en tout cas Elsa. Je comprends l'idée, mais moi, en fait, ma première réaction, c'était « mais le monde n'est pas prêt », c'est pour ça que j'ai fait cette blague en présentant le truc, parce qu'on n'a pas assez de chargeurs sans fil, et donc on va se retrouver à pas pouvoir charger son téléphone, ou alors peut-être devoir trimballer notre chargeur avec nous pour pouvoir le brancher sur une prise USB et charger sans fil quand on n'a pas de chargeur sans fil disponible. Mais peut-être que, d'une part, à l'horizon 2021, ça sera un petit peu plus présent encore, et puis surtout, comme souvent, le fait qu'Apple tire les premiers, ça va pousser un petit peu l'industrie à adopter ces trucs-là. On pense évidemment à toutes ces étapes, comme tu le disais, tu le rappelais Elsa, le lecteur de disquette, le lecteur de CD même qu'ils ont retiré, le plus récemment... l'absence de câble jack, de port jack, dont d'ailleurs certains se plaignent encore, et je le comprends, ou le port USB-C sur les ordinateurs, où on est passé de « ah là là, ils sont chiants Apple, on a besoin d'un nouveau truc », au bout de, ça a quand même pris 2 ans, on est passé à c'est quand même super chiant que quelqu'un sorte un truc qui n'est pas en USB-C. Et c'est toute l'industrie qui avance, c'est pas que Apple, mais Apple est une étape importante dans ces modifications. Juste pour les chargeurs sans fil, si je peux parler d'une petite start-up française, j'avais fait un papier, je fais de la pub pour mon journal aussi, ce qui s'appelle Ipan, et eux, ils ont signé un deal avec McDonald's et ils vont équiper 300 à 400 McDo par an, ils ont un deal sur 3-4 ans pour faire les restaurants McDo avec intégré dans le mobilier des chargeurs sans fil. Donc c'est en train d'arriver quoi. C'était solution, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans 3 ans, tu arriveras dans un aéroport
alors peut-être pas à Roissy, mais ailleurs dans le monde, et tu poseras ton téléphone à la table du café et paf, il sera en train de se recharger sans même que tu y penses. Ouais. Bon, 2021, c'est quand même, on est à 2 ans de l'annonce de ces iPhones, quasiment. Donc, en 2 ans, il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut commencer à se produire. Et puis, peut-être, effectivement, que si jamais on n'a pas de chargeur, on peut avoir, comme on a des câbles, des adaptateurs pour nos ports USB, et les utilisateurs de Mac s'en plaignent, mais le font quand même parce qu'ils sont complètement le cerveau lavé parce qu'ils utilisent des Macs, j'en fais partie, hein, donc voilà. Et ils se trimballeront avec un mini chargeur sans fil à brancher sur le truc USB pour le cas où ils ne trouvent pas de chargeur quand ils partent pour la journée ou Dieu sait quoi, ce genre de choses. Bref. On verra où on en est dans 2 ans. Le président d'Intel, le CEO d'Intel, a fait une sorte de mea culpa sur leur stratégie. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'Intel dans l'émission, ou de temps en temps en tout cas, et de l'avance incroyable qu'ont pris tous leurs concurrents sur les processus de gravure de processeurs, y compris les processeurs ARM qui font maintenant du 7 nanomètres, alors qu'Intel a du mal à passer au 10 nanomètres, qui est l'étape d'avant. On pense à AMD qui a fait beaucoup d'innovations dans ses processeurs et qui sont beaucoup plus performants et fins à taille égale. Ce qu'il a dit, c'est qu'ils s'étaient tellement concentrés sur le marché des processeurs qu'ils avaient raté toute la chaîne des autres types de silicone, en fait. Et donc, il voulait conserver les 90% de part de marché sur les processeurs, mais peut-être qu'il vaut mieux avoir 30% de tout que 90% des processeurs. Et bref, ce qui est important, là, on parle des processeurs pour ordinateur. Là. Pour ordinateur de bureau, oui, bien sûr. Enfin, de bureau et portable, bien sûr. Et portable. Donc bon, c'est un mea culpa intéressant, il était temps qu'il le fasse. J'ajoute à cette petite news, un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour vous demander votre avis sur celui qui vous intéresse. La Commission européenne a donné l'accord, et même a donné le coup d'envoi au Airbus des batteries, comme l'appelle Numérama et d'autres, c'est-à-dire un conglomérat qui est composé de financements public et de financement privé pour développer des batteries en Europe. Ça a commencé, ils ont donné l'accord hier, le lundi 9. Il y a 3,2 milliards financés par les États, 5 milliards qui viennent du privé, et l'idée d'avoir un développement concurrentiel pour le développement de batteries en Europe, ce qui est, vu la direction dans laquelle va le monde, peut-être un pari intéressant. Et puis, il y aura des retours, évidemment, sur investissement pour les États et le privé. Enfin, c'est censé être une opération qui est bénéfique à tous. Je pense que quand on parle pas de suffisance, mais en tout cas de puissance dans le monde de la tech, les batteries, c'est un petit peu le truc qui touche à tout. Des commentaires sur Intel et les batteries en Europe, peut-être je sais pas, Cédric, sur Intel, le CEO ne fait que dire ce qu'on se dit depuis longtemps. C'est-à-dire que, ils se sont concentrés sur les choses sur lesquelles ils étaient très forts, c'est-à-dire les processeurs pour PC, pour portable et pour serveur. C'est pas un oubli, tu vois, c'est pas quelqu'un a oublié d'emmener le dossier processeur mobile à la réunion, tu vois, c'est pas, je pense, mais c'est vrai que ça reste un peu puzzling, quoi. Mais comment on s'en tire, enfin, bon, je pense qu'il y avait des enjeux que nous on ne saisissait pas vu de l'extérieur. Sur les batteries, oui, je pense même que c'est une fusée à 2 étages. C'est d'abord arriver à garantir un approvisionnement, à ne pas être dépendant d'un approvisionnement, enfin, à pas refaire avec les batteries ce qu'on avait fait avec le pétrole. Le pétrole, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas choisir là où il jaillissait. Donc, c'est ça qui a créé le PEP et le reste. Sur les batteries, il n'y a pas de raison, parce que ces batteries, tu vois, du lithium, on peut aller en chercher en Auvergne. Hein. C'est pas s'il le faut. Il y a des grands gisements ailleurs, etc., etc. Mais on peut reprendre un peu la main sur cette production-là. Et de fait, ça va être extrêmement important, à la fois pour tous les équipements connectés, pour l'automobile bien évidemment, mais aussi pour de futurs, tu vois, le stockage des énergies vertes, arriver à, je sais pas, stocker la production d'électricité de tes éoliennes pour la restituer la nuit. Bref, donc il y a quand même moult usages. Le deuxième, pour moi en tout cas, étage de la fusée, c'est de la R&D pour arriver à passer à l'étape d'après les batteries au lithium d'aujourd'hui. Il y a plusieurs pistes technologiques
qui sont déjà explorés par pas mal de gens. Et là, tout à coup, reprendre la main sur les technologies fondatrices de ce que seront les batteries de demain, là aussi, ça a un intérêt stratégique qui va d'ailleurs bien au-delà de ce que représente un Airbus aujourd'hui. Parce que tout à coup, c'est pas juste quelque chose dont tu vas maîtriser la production et l'approvisionnement, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Alors après, ça a tous les défauts, tu vois, du consortium public-privé. Enfin voilà, ça a pas la réactivité, la rapidité et en tout cas l'empreinte initiale de ce que peuvent faire des acteurs privés seuls dans leur coin quand ils peuvent investir le même type d'argent. Je pense à un Elon Musk par exemple qui dit bah non, moi je m'en fous, je vais faire mes batteries dans le désert du Nevada et je vous emmerde. Mais oui, non, c'est quand même. Mais à défaut, quand même, c'est plutôt positif, quoi. Enfin, non, bien sûr, le bilan est globalement positif. Elsa, quelque chose à ajouter, soit sur un. Alors moi, je suis super d'accord avec. Oula, pardon, ton enthousiasme. Voilà. Tu es bruyamment d'accord. Je peux pas dire. Non, sur Intel, j'ai rien à rajouter. Sur les batteries, c'est vrai qu'il y a un vrai problème On a des industriels européens qui sont très très bons dans le domaine, notamment chez les Allemands, et on peut pas regarder pour le coup la fusée partir sans l'Europe. Et c'est pas Bosch dans son coin qui va pouvoir rivaliser avec la Chine entière. Donc c'est logique d'arriver à des associations comme ça. Et on a des groupes en France comme Schneider Electric aussi qui ont leur mot à dire sur le sujet. Il y a toute la problématique du smart grid, donc la gestion des électricités renouvelables, des énergies renouvelables. C'est un énorme dossier, c'est une super bonne nouvelle. Je pense qu'on est tous assez positifs sur ce sujet et comme vous l'avez rappelé tous les deux, c'est vraiment un enjeu stratégique donc, et ça touche à peu près à tout. Donc il est peut-être bon de s'y intéresser. Parlons un petit peu de la Chine. Deux news. D'une part, Beijing a ordonné à tous les organismes gouvernementaux d'acheter ou de se débarrasser de leurs appareils tech, de leurs ordinateurs spécifiquement, avec des équipements étrangers. Donc, que ce soit logiciel ou matériel, ils doivent d'ici 3 ans être équipés uniquement de produits chinois. Alors, on ne sait pas s'ils vont réussir, mais c'est un signal qui est assez fort et qui est plutôt intéressant à suivre. On est entre la défense stratégique et l'intérêt national, mais avec la Chine, ça a toujours des connotations un petit peu différentes. D'autant plus que l'autre news dont je voulais vous parler, on est encore une fois... Vous savez, c'est marrant parce que je parlais des choses... Je vais rester diplomate, des choses problématiques que fait la Chine depuis, on va dire... quelques mois, 1 an au moins, et dans les premiers temps, j'avais des retours de certains auditeurs qui disaient ah mais oui, mais au moins, en gros, je caricature un petit peu, mais ils disaient au moins en Chine, les trains sont à l'heure, voilà. Et, franchement, si vous réussissez à continuer sur cette voie avec tout ce dont on parle depuis quelques mois, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais la dernière histoire cauchemardesque, c'est on va dire plus qu'une rumeur, les autorités chinoises sont en train de réunir des échantillons d'ADN, en particulier de la communauté ouïghure dans l'ouest du pays, la communauté musulmane ouïghure, qu'ils oppressent depuis un bon moment déjà, et qu'ils oppressent, c'est rien de le dire, mais ils réunissent donc du sang de cette communauté pour faire une classification ADN qui, entre autres, leur sert à faire de la recherche pour créer des modèles de visage à partir de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont le sang de la personne et ils peuvent analyser l'ADN pour recréer le visage. Alors, c'est encore très... C'est l'industrialisation du délit faciès, quoi. Un petit peu, oui. Et en plus de ça, ils ont donc l'ADN de tout le monde, comme ça, s'ils en ont besoin à un moment, ils savent où le récupérer. Alors, évidemment, eux, ils prétendent mais c'est uniquement avec des gens qui sont volontaires, qui nous donnent leur sang volontairement. On parle de, je crois, quelques millions d'échantillons, donc on n'est pas encore à des quantités à l'échelle du pays. Mais voilà, enfin, je sais pas, moi, c'est le genre de choses qui sont... particulièrement inquiétantes et c'est dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement chinois depuis un moment. Donc je vous ouvre la place si vous voulez commenter soit sur ça, soit sur comment dire, la
purge des équipements étrangers, c'est uniquement au sein du gouvernement, hein, les équipements étrangers, les PC étrangers, c'est pas pour les entreprises privées. Donc on est quand même dans comment dire, une ambition limitée, pas ambition, mais domaine limité. Donc c'est du nationalisme économique. Enfin, mais c'est des choses qu'on ferait bien si on avait les mêmes. Hein. Je te rassure, hein, si on avait 4 constructeurs de smartphones, tous les constructeurs d'ordinateurs, et si les usines étaient dans nos banlieues, de toute façon, ça se ferait à peu près de fait, parce que il y a quand même, tu vois, les Chinois sont quand même très très fiers de leur géant technologique, et moi je repose là-dessus sur le témoignage de mon épouse. Il y a quelques mois, qui était à Shanghai et qui est allée à l'Apple Store de Shanghai, qui est au pied de l'Apple Tower là, et qui est magnifique, très grand, et elle dit, j'ai été choqué en rentrant, il n'y avait pas de Chinois dedans. Il n'y avait que des étrangers. Il y avait à la base probablement des expats et des touristes. C'est-à-dire que tout à coup, il y a encore il y a évidemment des Chinois qui utilisent des iPhones, mais dans l'ensemble, tous les gens qu'elle a rencontrés là-bas avaient à la main un Xiaomi, un Huawei, etc. et ils ne travaillaient pas pour ces marques-là. Donc, tu vois, nous, on est cocardiers, mais eux, ils ont la puissance de feu industrielle et technologique et d'innovation qui va derrière. Donc, forcément, c'est facile à décréter. Les véhicules de notre gouvernement sont tous des véhicules français. Je parle de voitures et autres. Donc oui, on peut voir effectivement les choses comme ça. Dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où le gouvernement américain a interdit l'utilisation de certains types d'appareils, et notamment Huawei, à leur gouvernement et leurs autorités publiques, ça prend une coloration différente. Mais oui, disons que c'est peut-être pas forcément... On y voit peut-être un petit peu plus d'intention négative qu'il n'y en a. Je pense que c'est quand même un petit peu le cas. Mais c'est aussi un moyen de se protéger pour les Chinois. Je ne veux pas défendre le gouvernement chinois là-dedans, mais ils ont quand même pris une grosse claque. Question de souveraineté, quoi. Non, mais il y a le souci Android. C'est que là, les États-Unis ont dit c'est fini, vous jouez plus avec Android, enfin en tout cas pour Huawei, donc ça leur pose quand même des soucis. Imagine, tu as tout ton gouvernement qui est sous Windows et puis tout à coup on dit à Microsoft non, en fait les enfants, vous allez arrêter de vendre aux Chinois. Donc, c'est un peu ce qui est, enfin, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est quand même un des arguments qui a été donné par le gouvernement chinois, c'est il faut qu'on soit indépendant parce que s'ils coupent les vivres, parce que ils sont, en fait, face à un possible blocus technologique américain, les Chinois sont en train de préparer une réponse, puis bon, ils sont quand même un petit peu armés, parce qu'il ne faut pas oublier que les nouveaux ayant racheté IBM en 2005, puis les serveurs IBM en 2013, puis Motorola, ils ont quand même acquis un peu de techno américaine aussi, donc ils sont assez sereins. On est d'accord. Je ne vous pose pas plus de questions sur la question de l'ADN. On est suffisamment dans la dystopie avec mon petit résumé. C'est horrible. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Oui, le comité d'éthique, le comité pilote d'éthique du numérique, c'est 27 personnes qui vont se plancher sur les questions des chatbots, des voitures autonomes, de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, et qui vont parler d'éthique avec tout ça. Quels sont les difficiles choix à faire parfois, les choses auxquelles il faut faire attention. On en parle souvent dans l'émission, vous le connaissez certainement. Ils vont rendre leur premier rapport début 2021. Le comité sera peut-être pérennisé après ça. Pour le moment, c'est pour un rapport 2021. On a besoin, évidemment, de se poser les questions. Je crois, pour moi, c'est encore une fois une chose plutôt positive. On a besoin de se poser ces questions, je crois, et c'est bien qu'on s'y intéresse, et le gouvernement est je pense, à sa place dans cette démarche. L'ADSL est en voie d'extinction, mais ce n'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. On va commencer le dédéploiement en 2023. Il devrait se finir d'ici 2030, on parle de l'organisation d'Orange, là. Évidemment, le but est de remplacer par la fibre. Par contre, il n'y aura plus de téléphone par la paire de cuivre. Donc, si on n'a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone. Donc, ça peut-être poser un problème là, mais on en parle souvent. Ensuite, il y a d'autres avantages. Et puis, dernier sujet, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Il a gagné son procès
contre, enfin le procès que lui avait intenté le sauveteur qui était en Thaïlande. Vous saviez que Elon Musk l'avait accusé de pédophilie. En fait, ils ont considéré juste le tweet et le tribunal a visiblement considéré qu'il s'agissait bien d'une insulte, comme le disait Elon Musk, et pas d'une accusation diffamatoire. Elon Musk en avait rajouté dans une interview et puis dans d'autres tweets qui, moi, me semblait vraiment être une accusation diffamatoire. Mais bon, quand on considère que le premier tweet, c'était vraiment une insulte dans une dispute. Il a gagné son procès, voilà, je voulais le mentionner comme ça. Beaucoup de sujets mélangés, là, entre l'éthique, la DSL et Elon Musk, vous pouvez choisir. Alors, la DSL, c'est le sens de l'histoire. L'éthique, c'est intéressant, mais ça rejoint ce qu'on faisait déjà sur la médecine et les biotechnologies, où tu as un comité national d'éthique, mais c'est intéressant que tu mettes en place, tu vois, une sorte d'association de gens compétents sur le sujet, et puis qui peuvent avoir des idées, qui sont pas comme dans l'ensemble les politiques, même s'il y a maintenant un shift générationnel qui est en train de s'opérer, des gens qui sont un peu à la ramasse. J'entendais encore ce matin, mais ça c'était aux États-Unis, un avocat qui racontait qu'il travaillait au Sénat, si mes souvenirs sont bons, non, à la Cour suprême, et au moment où, dans les années 90, le Sénat passait une loi sur la décence en ligne. Et il dit, le truc, c'est que dans le bâtiment où j'étais le seul qui avait un laptop qui avait Internet. Donc ça, ces retards sont en train de se combler, mais quand même, c'est pas mal d'avoir des gens qui sont un peu, tu vois, au top du top de la mode pour arriver à ne serait-ce qu'expliquer les concepts, l'avenir des technologies qui sont devant nous, parce que c'est des gens qui doivent statuer pour l'avenir et pas juste sur l'existant. Donc c'est ça, voilà. Et arriver à y réfléchir avant que ça n'arrive peut-être et à établir peut-être pas des règles et des lois, mais des principes auxquels on peut se référer ensuite quand on devra faire les choix. Je pense qu'on ira tous regarder dans le rapport, s'il arrive début 2020, enfin quand il arrivera, la question de la voiture autonome. Est-ce qu'elle doit choisir d'écraser 3 vieux ou un bébé ou le contraire? Ça sera la grande question, le truc un petit peu flashy qu'on ira voir. Mais ouais, donc c'est bien de s'y intéresser. Voilà. Et puis quant à Elon Musk, je pense que le juge, surtout le plaignant demandait 180 millions de dollars. Bon, mais en même temps, ils auraient pu lui en attribuer 2000. C'est l'Amérique. Oui, mais alors c'est tout ou rien. Soit t'es coupable, tu vois, c'est dur d'être à moitié coupable. C'est comme, tu vois, il y a pas de femme à moitié enceinte. Enfin, et là sur des choses comme ça, de fait, une fois que tu as classifié le délit et que tu as dit c'est ou c'est pas, bah faut que tu Mais et d'ailleurs il y aura pas d'appel apparemment. Et je pense que le juge s'est borné à rappeler aux plaignants que tout le monde sait que régulièrement Elon Musk dit des bêtises sur Twitter. Mais il faut se souvenir du fond de l'affaire. Souviens-toi, c'était des enfants qui étaient perdus dans des gorges, etc., etc. Et en fait, Elon lui avait dit mais si vous voulez, moi, je me mets avec mes ingénieurs sur le coup et on vous fait un sous-marin pour aller les chercher. Et l'autre avait réagi. Elle va pas été très sympa et du coup voilà, enfin c'était un mouvement d'humeur plus qu'une. C'était pas une accusation de fait. S'il y avait eu que ce tweet, ça aurait été le cas. Mais il a suivi ensuite justement avec des réponses en disant ouais, mais si c'est pas vrai, pourquoi tu me ferais pas un procès? Il avait été plus loin que juste pédoguy, tu vois. Donc moi je suis pas aussi convaincu. Mais bon. Il était très énervé, mais de fait c'était pas une. C'était difficile de le prendre pour une accusation étayée. C'était pas. Personnellement, je me suis dit mais il va tellement loin. Il dit pourquoi tu me fais pas un procès? Je me suis dit mais peut-être qu'il a des renseignements, des informations sur ce type qui allait vivre en Thaïlande. On sait qu'il y a du tourisme sexuel en Thaïlande. Moi je m'étais posé la question, tu vois. Donc je comprends. Elsa, un commentaire sur ces sujets-là? Elon Musk n'est pas tout seul dans sa tête, ils doivent être plusieurs. Donc ça sur la DSL, c'est plus un problème de paire de cuivre qui va être coupée, c'est le sens de l'histoire. Et puis Orange ne va pas entretenir les réseaux jusqu'au 23e siècle. Donc, il y a cette question aussi, effectivement, l'entretien des réseaux qui coûte très cher, et s'ils servent moins, oui, il faut à un moment... Ce qu'ils appellent une extension par plaque. Pas de panique, personne ne sera coupé de téléphone. Et c'est vrai qu'on dit, oui, mais s'il n'y a plus l'électricité, mais il restera les portables qui seront chargés et qui auront des bonnes zones. Après, si c'est comme... Pour les portables, justement, il faut savoir aussi que, effectivement, les antennes, généralement, ont des batteries ou des générateurs. Donc, les portables, souvent, marchent pendant quoi? J'imagine qu'il y a des lois là-dessus, 24 heures minimum. Alors là, c'est un scoop, parce que j'ai jamais entendu parler de générateurs sur des antennes. Ah bon? Parce que moi, alors c'est peut-être parce que je suis à la campagne, c'est le cas. Si l'électricité se coupe quand je suis à la campagne en Finlande, les antennes 4G continuent à fonctionner. En Finlande, surtout.
Peut-être. Mais alors, du coup, je te retourne la chose. Si on a nos téléphones 4G et que les antennes ne marchent plus parce que l'électricité est coupée, bah, nos téléphones ne nous servent pas à grand-chose. Oui, mais je parlais par rapport au. Enfin, c'est quand même une loi de. Enfin, on n'est pas dans des zones sismiques où il y a rarement Oui, quand tu veux même. dire que l'électricité peut être rétablie à une partie. Ouais. Tout tombe pas en même temps. Je parlais l'avantage de la vieille paire de cuivre, c'est que ça marche sans approvisionnement en électricité. C'est ça. Après, quand tu as de la un approvisionnement au niveau du central, quand même. Oui, mais c'est mais si tu n'as plus l'électricité. Si tu n'as plus l'électricité chez toi, tu décroches ton téléphone qui est en vieille paire de cuivre, il marche quand même, à moins que la centrale ait sauté aussi. C'est ce que je disais. Ouais, ça veut dire que demain, s'il n'y a plus l'électricité, ben, on ne pourra plus téléphoner avec un téléphone fixe qui sera sur Internet. En revanche, on peut se dire qu'il faudrait que le fixe soit coupé, que le portable soit coupé, que tout soit tombé, et là, on aura peut-être d'autres choses à faire que de passer des coups de fil. Oui, effectivement. Bon, bref, la DSL, c'est le sens de l'histoire. Elon Musk, ça y est, ça s'est fait. Et la troisième question, c'était quoi ? C'était la question de l'éthique du numérique et des gens qui y réfléchissent. C'est bien. Je pense que tu as bien résumé Non, mais tout le c'est commentaire. un sujet tellement monstrueux. Ça va de la biotech jusqu'à la voiture connectée, enfin jusqu'à la voiture autonome, en passant par l'homme augmenté. Donc, bon courage, quoi. C'est sûr que c'est large. C'est encore une fois ce qu'on reproche, je pense. La chose qu'on a retenue ces 4-5 dernières années par rapport à la tech, c'est merde, on aurait dû y penser avant. C'était quand même le truc qui était les réseaux sociaux changent la manière dont on communique, on aurait dû y penser avant, les trucs, les machins. Bon, c'est essentiellement les réseaux sociaux, mais c'est quand même important du coup de se dire pour les grands changements à venir, peut-être qu'on va essayer d'y réfléchir avant. Et bon, moi comme l'a très bien dit Elsa, c'est bien. Écoutez, on va passer sur la mise à jour de Google, de la recherche Google BERT, qui amène de l'intelligence artificielle qui va comprendre ce qu'on veut dire plutôt que les mots spécifiques qu'on tape dans notre recherche. C'est déjà disponible en octobre et ça arrive en France depuis lundi. C'est un déploiement qui va prendre quelques jours. Et puis, BMW qui vous faisait payer un abonnement de $80 par an pour avoir accès à Apple CarPlay, qui est juste un logiciel dans votre machine. Ils avaient fait un abonnement. Ils font marche arrière, il faut payer une installation, machin, et c'est gratuit sur certains modèles, mais c'était vraiment le truc incompréhensible, surtout sur les BMW, qui généralement sont des voitures chères. En plus de ça, ils vous font payer $80 par an pour avoir je suis tout à fait pour les abonnements, vous le savez, ça a beaucoup de bons aspects, mais là, je crois qu'on est un petit peu dans un truc ubuesque. Heureusement, BMW s'en est rendu compte. Peut-être que c'est les clients BMW qui ont fait s'en rendre compte BMW. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'aimerais remercier Cédric et Elsa d'avoir fait ce petit bout de chemin podcastique avec moi. Est-ce que vous voulez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet ? Commençons par Cédric. @Cédric sur Twitter, sur LCI au moins dans la matinale week-end du samedi, si vous vous levez très tôt, 7h47, et moins tôt, 9h45, et puis sur LCI.fr le reste du temps. Magnifique, merci Cédric. Elsa. Sur Twitter, @Elsa Bimbaron, désolée, j'ai laissé mon nom de famille, c'est compliqué. Et puis sur le site du Figaro.fr et dans les pages du Figaro papier, parce que tant que ça existe encore. Très bien. C'est ma séquence optimiste. Oui, non, mais nous y croyons tous. Donc, les liens Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Cédric et Elsa Bimbaron. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous trouvez cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir nous laisser des commentaires si vous aimez ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et si vous voulez soutenir l'émission, évidemment, c'est patreon.com/rdvtech. $1, $2, $3 par épisode. Vous choisissez. Ça se fait en 2 minutes. N'hésitez pas à le faire. Ou alors à dire à vos compagnons de transport en commun « Ah, j'écoute le Rendez-vous Tech, vous devriez l'écouter aussi. » Vous dites « vous » parce que vous êtes poli, vous ne les connaissez pas forcément. Si vous parlez à vos amis pour leur recommander le Rendez-vous Tech, là, vous pouvez dire « tu ».
Enfin, bon, en même temps, je sais pas, je vais pas vous dire quoi dire. Je vais respecter votre volonté propre et personnelle. En tout cas, ce que je fais, c'est que je vous fais des bisous et je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien, mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One and One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One and One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.